c'est parti. Ça dit quoi, l'équipage One Piece. Les gars, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais pas vous mentir les gars, je sens que mon niveau sur DVD est en train de chuter parce que je ne joue plus assez tueur les gars. Soit je suis sur un autre jeu, soit je joue survivant. Ok, pardon, les frérots, j'ai pas dit que je devenais main survivant non plus. Je reste dans la team des killer side, les frérots. Toujours, pour toujours, les gars, je resterai avec vous. En tout cas, ça me fera un super sujet de vidéo parce que, oui, jouer tueur, c'est super difficile. Et les gars, à partir du moment où vous avez choisi le killer side, de toute façon, vous êtes voués à galérer vos grands-mères parce que, oui, jouer tueur, c'est beaucoup plus difficile que de jouer survivant. Voilà, je le dis, il n'y a même pas débat, les frères. Vous êtes en train de faire la garderie de l'extrême H24. Les survivants, ils arrêtent pas de faire courir partout, les gars. Vous avez une tête comme ça, c'est infernal. Enfin bref, loin de moi l'idée de faire une intro aussi longue que dans la vidéo précédente. Donc les gars, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Les frérots, on va analyser 2 games Huntress dans cette vidéo. C'est mes 2 games de reprise après une semaine de pause. Et je peux vous dire qu'après une semaine de pause, les gars, j'ai beaucoup perdu en aisance avec ma Huntress. Et c'est ça qui va être super intéressant, c'est de voir comment avec de la bonne expérience et une bonne vision de jeu, on peut quand même réussir à outrepasser ses faiblesses en tant que tueur. Bon, c'est parti les gars, on passe à l'analyse et on va essayer de marteler certains points, histoire que vous puissiez vraiment bien les retenir, et peut-être aussi en évoquer de nouveaux, afin que vous puissiez élargir votre palette de compétences les gars. Ok. Voilà. Toi, je vais t'apprendre le respect, mon pote. Bon, il y a des trucs que je peux quand même toucher, les gars. On est d'accord, hein, ça fait pas un mois que j'y ai pas touché. Ça fait une semaine, donc voilà, certaines choses seront plus compliquées. Mais ça va venir, les gars, ça va venir. Je vais rater, promis. Ils sont mignons. Là, je pense qu'ils veulent terminer un gène. Bon, les gars, on va reprendre ces phases d'interaction où je vais vous poser des questions. Ici, les gars, à quoi, selon vous, je peux affirmer une telle remarque? À quoi je peux dire que les survivants sont certainement sur un générateur et pas ailleurs en train de faire quelque chose d'autre? Bon, l'indication visuelle qui me permet d'affirmer cette remarque, c'est qu'en fait, personne n'est venu save Lara Croft dans la cave. Et ça les boys, vous le remarquerez au fur et à mesure de vos parties et en gagnant d'expérience, mais en général, ça veut dire que les survivants sont en train de forcer un générateur. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils veulent terminer absolument un générateur avant d'aller prendre la save. N'oubliez pas que c'est ce genre de décision du côté survivant qui vous donne des informations précieuses. Vous pouvez maintenant penser logiquement qu'au moins un générateur est à plus de 80%. Parce que personne ne prend la save de Lara, donc Lara va passer en P2, c'est aussi simple que ça. Nickel, et je vais faire en sorte qu'elle passe en P3. Et alors là, aussi surprenant que ça puisse paraître, Lara Croft se fait sauver avant même que je n'arrive, et surtout avant même qu'un générateur n'ait eu le temps de s'activer. En gros, si vous voyez ça dans vos parties, ça représente une aubaine pour vous, puisque ça signifie que les survivants sont en fait très longs à la détente, et ça va clairement leur porter préjudice, et vous pouvez clairement en tirer profit avec des stratégies comme le tunnel, comme le camp, mais surtout le camp. En fait les gars, je vais vous expliquer quelque chose. Bon, pendant que le weird du passé essaye de faire un pré-shot qui n'a aucun sens et qui ne passera très certainement jamais, je vais vous proposer une petite question maintenant. Où sont précisément les 2 survivants? Celui qui est descendu du crochet et celui qui a sauvé. Cette question, elle est vraiment pour les joueurs débutants parce que je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo, donc c'est pour ça que je préfère quand même la poser. Quand il vous manque de l'info, vraiment prenez le réflexe de toujours regarder sur votre gauche parce que c'est vraiment une mine d'or d'informations. Ici les frérots, non seulement vous avez la position des 2 survivants, mais en plus vous avez aussi leur perk les gars. En se basant sur la vitesse à laquelle Lara Croft a été heal, on peut clairement assurer la présence de nous y arriverons. Maintenant, en règle générale, n'oubliez pas que quand les survivants se heal, c'est qu'ils sont immobiles pendant une période de temps significative. Donc là, il n'y a aucun doute possible, les 2 sont dans la cave et ça fait des free hits. Ce sont heal en bas. Désolé Lara. Non, ça marche pas avec moi ça. Bon, Lara aura clairement pas eu une game très fun. Là, elle est éliminée, il reste 5 générateurs. Donc là, globalement, c'est très difficile de lose la game à moins de faire énormément de grosses erreurs. En moyenne, il est préférable de se débarrasser d'au moins un survivant quand il reste plus que 1 ou 2 générateurs à faire.
Oh les gars, c'est horrible. Je vous jure que c'est horrible. Ok. Dommage. Bon alors là, c'est un coup complètement classique, mais on va couper la trajectoire du survivant sur la gauche. Retenez que quand vous débutez en tant que tueur, il est toujours préférable de couper les trajectoires des survivants. Les gars, en fait, ça, c'est un peu un problème qu'ont les tueurs vraiment débutants sur le jeu. C'est-à-dire qu'ils pensent rattraper les survivants seulement en se reposant sur leur move speed de base qui est supérieure à celle des survivants. Oui, les gars, vous pouvez les rattraper de cette façon, mais les gars, vous ne devez pas seulement les rattraper, mais vous devez les rattraper le plus vite possible. Dommage. Bon, là, il sait que je suis là, donc je vais lui faire genre, j'arrive par ici. Lorsque vous êtes sous palette, les gars, vous avez clairement l'avantage. Alors c'est vraiment le moment où il faut claquer votre meilleure brain lumière. Je rappelle bien pour les nouveaux joueurs qu'il y a bel et bien une lumière rouge énormissime sous votre regard. Celle-ci en dit beaucoup sur ce que vous allez faire dans les secondes à venir. Et ça donne un immense avantage aux survivants. Vous avez donc tout intérêt à la cacher derrière des murs le plus possible lorsque vous tentez de perturber les prédictions du survivant. Ici, en tant que tueur, vous choisissez le sens de rotation du loop. Je fais semblant d'aller vers la droite pour pousser le survivant à aller sur la gauche. Notez bien que je regarde sur ma droite afin de ne pas lui montrer ma lumière rouge, ce qui va clairement me permettre de lui réduire énormément sa marge de manœuvre et sa possibilité de revenir en arrière. Tout cela me permet donc de lui mettre une hachette complètement gratuite, mais attention les gars, parce que plus vous montez en niveau, moins les survivants seront à même de tomber dans ce genre de piège. Mais bon, là on rentre dans des techniques très avancées, donc je vais les garder pour plus tard. Bon les gars, la situation était très difficile du côté survivant, du coup le dernier a décidé de laisser ses amis mourir sur le crochet et de prendre la trappe. Il s'est donc échappé et là les gars, j'ai hâte d'une chose, c'est d'aller dans la prochaine game parce que c'est vraiment quelque chose. C'est parti, on rentre dans la deuxième game les gars, et franchement cette game là elle est super tendue. Les survivants m'ont vraiment mis en difficulté, j'étais vraiment pas prêt pour ça. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour tenir parce que pour moi la game était clairement loose au bout d'un moment. Mais vous allez voir que j'ai bien réussi à remonter le coup. C'est parti pour l'analyse. Les trois sont partis dehors. Je sais ce que je vais faire. Ah non, peut-être pas en fait. Bon alors là les gars, on arrive dans un nouveau concept et c'est vraiment super important comme concept parce que c'est vraiment quelque chose que les débutants n'ont absolument pas en tête. C'est principalement à cause de ça qu'en fait vous vous faites victimiser par des survivants qui ne sont pas forcément très bons en loop, mais qui pourtant créent chez vous l'impression qu'ils ont toujours et qu'ils auront toujours une palette sous la main. Ça les gars, ça s'appelle le mauvais zoning. En fait, le zoning c'est votre capacité à pouvoir isoler les survivants dans des zones qui ne sont clairement pas safe pour eux. En fait, lorsque vous m'avez vu hésiter juste avant, c'est parce que j'avais en tête de faire tout le tour par l'intérieur afin de pousser les survivants à aller dans cette allée où il n'y a absolument rien pour loop une chasseuse. Tout ce que j'aurais à faire, c'est à charger mes tirs et les balancer dans la longue allée de l'extérieur. Ici, on peut dire que je fais du mauvais zoning puisque je pousse les survivants à aller dans une zone où ils auront clairement un avantage dans le sens où ils pourront casser très facilement avec tous les corners qu'il y a mon champ de vision. Finalement, si je ne prends pas la décision de passer par l'intérieur, c'est que je me suis douté que les survivants pouvaient être extrêmement réactifs et qu'ils auraient compris ma manigance en prenant de l'avance en passant par l'extérieur en allant vers le hall principal. Bon, ne vous en faites pas les gars, de toute façon on va revenir sur ce qu'est le zoning. Quoi qu'il en soit, j'avais un bon exemple à vous présenter. Comme je vous l'ai dit les gars, je joue pas mal survivant. Je main toujours pas survivant, c'est bon. Et là, on va avoir un excellent exemple de ce que c'est le zoning. Tu sais qu'il est en train de faire le tour, t'as le temps de mûrir, hein. Je te jure. Je te jure, t'as le temps de mûrir. Ton avis, je viens pour quoi frérot? Je viens pour toi frérot. On va à gauche direct. Maintenant. Tu m'as pas rien. Merde. Merde. Bon les gars, c'est exactement ce que je vous donnais comme image tout à l'heure.
En fait, en passant par le côté palette, il m'oblige à tourner sur la droite et en allant vers la fameuse allée avec absolument rien pour pouvoir le loop ou le counterplay. Vous comprenez donc bien que si le lance-mort avait continué tout droit, il m'aurait ouvert la voie vers cette zone safe avec 10 000 corners. Mais quoi qu'il en soit les gars, vous devez vraiment prendre ça en compte parce que ça permet vraiment d'annihiler beaucoup plus de survivants. Ici je me retrouve sans palette dans une zone complètement ouverte avec absolument rien pour pouvoir le man game. Oh, un totem. Bon, revenons sur notre game Huntress. Ici, je n'ai toujours pas mis de premier hit et ça s'avère vraiment compliqué parce que les survivants prennent de la distance à l'avance. Là les gars, je vois que le générateur du hall principal n'est pas très avancé, ce qui me laisse du temps pour faire autre chose. Je me souviens que 3 survivants étaient bel et bien dehors et que même s'ils sont partis, ils peuvent tout à fait revenir dès le moment où moi je livre le générateur. Bon, ça ne loupe pas et je tombe sur 2 survivants. Maintenant mon objectif, ça va être de les faire tomber le plus vite possible afin de pouvoir tirer profit de mes perks qui dépendent toutes de la condition qui est d'accrocher un survivant. Ah, ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile parce que là, les gars, je viens de rater 3 shots que j'aurais clairement mis avant. Donc, je perds confiance en mes tirs de hachette. Et en plus, je vois que les survivants sont assez sereins pour tenter des esquives assez tricky sur mes lancers. Qui est vraiment problématique en soi. Là les gars, je vois qu'il n'y a pas de trace d'éraflure, ce qui signifie que Nea n'est pas allé très loin après avoir couru. Cela trahit une facette de son gameplay qui est de se positionner de façon assez greedy, loin mais pas trop des générateurs. Je peux donc plus facilement la surprendre en décalant très rapidement sur elle. Bon l'équipage, je suis vraiment désolé, mais je vais devoir vous spoil. Nea va bel et bien tomber dans les secondes qui vont suivre. Et les gars, moi je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que j'ai pu adapter ma façon de la tomber en temps réel. Bon là les gars, on voit clairement qu'il y a un passage au bout du couloir. Et ce passage, il donne lieu sur l'extérieur qui permet de tourner sur la droite. Retenez bien ça. Bon là les gars, vous voyez bien que 2 choix s'offrent à moi, soit je vais sur la gauche en la suivant à l'extérieur, soit je vais sur la droite en essayant de lui couper sa future trajectoire. Allez les gars, dites-moi ce qu'il faut que je fasse, j'ai besoin de vous. Bon, c'est un peu crade de ma part parce que au final, c'est un 50-50 et vous pouvez avoir raison dans les 2 cas. Maintenant, on peut clairement voir une tendance plus élevée chez les joueurs débutants à directement partir sur la droite. Et donc là, les gars, si vous êtes en low MMR et que vous venez de débuter le jeu, je vous conseille clairement de prendre le raccourci par la droite. Maintenant, les gars, si vous êtes plutôt vers le milieu MMR ou high MMR, il faut clairement passer par la gauche parce que les survivants vont vous attendre au bout du couloir. Et si vous prenez le shortcut par la droite, ils vont clairement gagner du temps en vous faisant tourner et en revenant vers vous. Bon, sans réelle surprise, Nea m'attendait bel et bien au bout du couloir. Et là, le man game intervient parce que finalement, je prends bel et bien la droite. Et là, le pré-drop palette de Nea va clairement se retourner contre elle. Pour ceux qui n'ont pas vraiment compris ce qu'a fait Nea, en fait, elle voulait pré-drop la palette en m'attirant à l'extérieur afin de pouvoir gratter une distance significative. Puisqu'en fait, je suis une chasseuse, ce qui fait que si elle dépose la palette devant moi, c'est un free hit. Elle était donc obligée de la pré-drop et de fuir. Et ça, je le savais très bien. En fait, le fait d'être passé sur la droite au dernier moment a fait qu'elle devait carrément revenir vers la palette pour la cross. Et là, avec un bon tir, ça passe tous les jours. Alors... Bon, là, j'essaye de snowball en trouvant d'autres survivants, mais ils jouent vraiment bien la distance et ils arrivent à bien rester en dehors de ma ligne de vue. Ici, je reviens vers la save car j'ai beau avoir la position de 2 survivants, je n'ai clairement pas la position du dernier qui peut clairement venir sauver dans mon dos. C'est exactement ce qui se passe. Et du coup, ça me met dans la sauce parce que je ne peux pas venir gratter la P2 sur la Nea et le camp est un peu raté. Bon les gars, la game elle est super tendue parce que là j'ai du mal vraiment à affirmer ma pression. Pour revenir dans la game, là il me faudrait au moins 2 bons gros downs et que je puisse les camper en slug. Mais là les gars ça n'arrive pas, je ne peux pas continuer la chase sur ce survivant parce que je sais qu'ils sont plusieurs en mid. Carrément ils étaient en train de la rafistoler.
Bon, j'ai quand même réussi à blesser 3 survivants, et là, on a 3 survivants juste devant moi qui prennent 3 directions différentes. Donc là, c'est simple les gars, dans quelle direction je devrais partir ? Bon, pour moi, c'est clairement Dwight, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ne vous en faites pas, on va passer en revue tout le monde. Bon, commençons par Léon. Lui, il vient de prendre un coup, donc il a eu un speed boost significatif, ce qui lui a peut-être permis de se cacher et d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de corners, ce qui ne m'arrange clairement pas. Maintenant, il y a Nea et Dwight, et pour moi, le choix, c'est clairement entre les deux. Soit les gars, vous partez sur Nea au risque de vous prendre un coup décisif et qu'elle vous tienne bien en chase. N'oubliez pas que vous n'avez que 2 hachettes et qu'elle a accès à une zone avec pas mal de corners et une palette qui n'est vraiment pas dégueulasse. Et à ce moment-là, je me dis tout ça pour gratter une P2. Bon alors je suis parti vérifier, elle a bel et bien coup décisif, donc j'ai vraiment bien fait de ne pas partir sur elle, alors que là j'ai un Dwight sur la droite qui est complètement hors position, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de palette autour de lui. Si je le fais tomber juste ici, je peux clairement l'accrocher sur un hook avantageux dans un trigène, donc on va clairement partir sur lui. Bon, ici je fais quand même semblant d'aller tunnel Nea pour surprendre Dwight dans une hors position, donc là il a absolument rien, mais vraiment rien de chez rien. Je vais lui mettre un hit normal. Changement de programme, on va plutôt chase Léon qui est en train de forcer ce générateur. Ce générateur est important car il est au centre de la carte et il est donc facilement implicable dans un trigène. Là, si je poursuis Dwight, c'est au risque de perdre ce générateur qui est super important. Perdre ce générateur, ça revient à split et à disperser les générateurs sur la carte. Là, je suis obligé de faire du hit and run, c'est-à-dire blesser les survivants sans jamais les down, et ce, jusqu'à ce que quelqu'un fasse une erreur pour que je puisse le down. Bon alors là, c'est un peu la catastrophe, parce que non seulement je rate cette hachette, mais en plus, je sais qu'il est impératif de down ce Léon afin de récupérer un peu de pression. Malheureusement, c'est pas let's stun, et en plus, Nea se fait soigner, donc je suis actuellement en train de perdre de la pression. Là, je suis de nouveau obligé de leave la chase. Ah, je vais la perdre cette game, je le sens. Bon alors là, je peux presque plus rien faire, c'est presque un échec et mat, parce que les survivants forcent véritablement ces générateurs, et c'est beaucoup trop difficile pour moi de défendre tous les générateurs à la fois, surtout sachant que je joue la chasseuse, un tueur qui n'a pas vraiment de contrôle map, parce que j'ai une vitesse de base qui est assez faible. Là, les survivants sont en confiance, parce qu'ils sont soit en P0, soit en P1, je ne peux donc absolument pas avancer une situation de 3v1, là, les gènes sont quand même plutôt bien avancés, ça va être dur, mais là, c'est retournement de situation. Quand je la vois en haut, je comprends ce qu'elle veut faire. En gros, elle veut tourner autour des escaliers afin de me faire perdre un maximum de temps parce qu'elle sait très bien que la chasseuse est un tueur lent. Mais elle n'a pas forcément anticipé mes délicieux lancers de hachette. Oh là! Bon, là, Nea m'a sous-estimé et ça va leur coûter cher puisque ça me permet de rapprocher tout de même cette situation de 3v1 sachant que Nea est en P2. Ouais, la situation, elle devient un peu désespérée, je sais pas comment je vais pouvoir les tenir, surtout que Nea se fait bel et bien sauver. Peu après avoir accroché Léon, je tombe sur Dwight qui est dans une dead zone à l'extérieur, donc là c'est un free down pour une chasseuse, ça dégage. Exactement ce que je pensais qu'il allait faire. Bon alors là, il y a un petit revirement de situation qui commence à se déclencher puisque tous les survivants sont face à moi et je peux donc les zoner et les empêcher de prendre la save sur Dwight. Cela étant dit, il me donne quand même une free chase donc je la prends. Bon alors là, je fais l'immense erreur d'oublier que cette palette était encore debout. Et ça, c'est terrible parce que ça donne l'opportunité à mes adversaires de pouvoir save, de pouvoir se reset. Bref, ça leur donne du temps et ça, c'est une véritable catastrophe. Là, je suis obligé de leave la chase si je veux sauver le peu de pression que j'avais.
Jarl. Ok, concentration. Concentration. Bon les gars, évidemment que je vais vous expliquer pourquoi c'était une excellente nouvelle. En fait, c'est un immense call de la part de ma perk Floods of Rage, donc la perk de Sadako, qui me permet de révéler tous les survivants en blanc lorsque quelqu'un se fait décrocher. Dans mon build actuel, elle va de pair avec Lethal Pursuer. Oui, vous l'entendez à absolument toutes les vidéos, les gars, je sais, mais c'est super fort sur la Huntress. Et cette perk ne fait pas que de révéler l'aura des survivants en début de partie, mais elle permet aussi d'augmenter la durée de révélation des survivants. Elle ajoute 2 secondes de reveal sur Floods of Rage. Alors, je ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer par quel tueur il faut commencer sur Dead by Daylight, mais par contre, si vous voulez des vidéos sur les builds, là, il faut me le dire, parce que pour moi, je trouve ça un peu laborieux de votre côté d'écouter un mec parler de build, de théorie, mais après si ça vous plaît, les gars, je vous en fais une, il n'y a pas de souci. Mais tu ne maîtrises rien, Néa. Tu fais genre. C'est que de l'acting, Néa, là. Bon, là, en fait, je parle du comportement greedy de Néa, qui est de ne pas lâcher le générateur trop vite, ce qui fait qu'en fait, ça me donne l'opportunité de la punir. Là, elle a un peu condamné la game de ses mates à jouer beaucoup trop greedy, parce que du coup, ça m'a permis de forcer le 3v1 et de restaurer ma toute puissance de pression, les gars. Bon, attendez, on va revenir un peu en arrière parce que là, ça va beaucoup trop vite. Ici, je prends l'information sur la progression de ce générateur, celui de Néa. Maintenant, je vais au mid pour prendre de l'information sur la progression du deuxième générateur de mon trigène. Trigène qui n'existe absolument pas, les gars, on est bien d'accord, parce que le générateur qui est en haut, là, il est beaucoup trop loin pour que ça forme un trigène. Maintenant, je n'ai plus qu'à prendre l'information sur le dernier générateur, puisque du coup, avec toutes les informations sur les progressions de tous les générateurs, je vais pouvoir prendre une décision qui est, est-ce que je chase, est-ce que je ne chase pas, est-ce que je ramasse, est-ce que je ne ramasse pas. Bref, tout ça, ça dépend aussi de la progression des générateurs. Maintenant que je suis en train de prendre l'information sur le dernier générateur, je vais pouvoir prendre des décisions au niveau des chases. Et alors là, l'aubaine, c'est de tomber sur un survivant en prenant l'information. Donc là, je sais que les générateurs ne sont pas avancés et j'ai quelqu'un de blessé sous les yeux. Que demander de plus finalement? Bon, j'accroche ce survivant et maintenant, je commence ma patrouille. C'est-à-dire que je vais aller de générateur en générateur jusqu'à la save, puis de la save jusqu'en générateur, puis de générateur jusqu'à la save. Bref, je vais répéter ce schéma jusqu'à tomber sur des survivants. Et ça ne va pas louper puisque je vais les croiser à 2 sur le gène du mid. C'est reparti pour un tour. J'avoue que ce shot là est très sale. Ouais, pas si engourdi que ça à la main. Merde. Je la rate pas celle-là, les gars, pour vous. Elle est pour vous celle-là. Po, les gars, c'est pour vous qu'elle est celle-là. Jamais je deviens mauvais, toujours je suis trop fort au jeu. Là ils vont aller save, mais bon. Dites-vous qu'à ce moment-là, les gars, c'est un peu mes petites sasas. Et dites-vous aussi que je sais parfaitement où ils vont aller. Regardez bien. Non, putain, c'était un clip parfait. J'ai trop le seum, les gars, j'ai trop le seum, putain, chier. Aïe aïe aïe, y'avait plus qu'à toucher la hachette là, j'ai déconné sur ce coup là. Ok, et de 1. Bon alors là, ça devient juste une chasse à l'homme, et je vais pas vous mentir, Léon, il était très doué pour se cacher, mais bon, j'ai quand même réussi à le retrouver, et la game se termine là-dessus. Il y avait le... C'était marrant en tout cas, Léon. Bon les gars, on arrive au bout de cette expérience et je vous avoue que cette musique en fait, elle me donne juste envie de commencer mon explication par on arrive au bout de cette expérience. Mais quoi qu'il en soit, on va répondre à la fameuse question qu'on avait posée en début de vidéo. En fait, la macro sur des BD, c'est le plus important. En vérité, même si vous êtes mauvais sur un tueur, rien que votre connaissance peut vraiment vous maintenir assez haut en MMR. Pouvoir isoler les survivants, arriver à contrôler les générateurs, savoir où aller et pourquoi, savoir quand commit, savoir quand se retirer, tout ça finalement c'est tellement important que en vrai le level sur votre tueur c'est pas si important que ça et je suis convaincu que même si vous n'utilisez pas votre pouvoir sur le trappeur ou sur Myers, et ben vous pouvez quand même avoir de bons résultats. Mais bon, craquez pas votre slip non plus, j'ai pas dit que vous pouvez aller au MMR, hein. Utilisez votre pouvoir, ça vaudra mieux.